Encore une famille expulsée à Bosredon-Mornalo. C'est la troisième fois que les gendarmes délogent des locataires dans cette zone. Le reportage de Nathalie Dinan et de Linda Kayarsi dans un instant. Et le festival de Gros-Cas bat son plein à Sainte-Anne. Au programme ce matin, chants marins, maillolets, boules à gel, un patrimoine immatériel et riche dont la transmission a commencé en présence d'Isabelle Amour. Et puis vacances et sports sont indissociables dans cette période. Nous irons à Basse-Terre. La ville a lancé le Crazy Kart, histoire de dévoiler les charmes d'un sport spectaculaire qui s'adresse à tous les âges. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous ouvrons ce journal avec cette nouvelle expulsion à Bosredon à Mornalo. Une famille se retrouve à la rue suite à l'application d'une ordonnance de la préfecture. C'est la troisième famille à être expulsée sur ce même terrain. Reportage Linda Kayarsi, Nathalie Dinan. Cette maison a été vidée très tôt ce matin par un huissier de justice muni d'une ordonnance. C'est la troisième expulsion dans ce quartier de Bosredon. La tension était palpable. Pour éviter le pire, le maire s'est rendu sur les lieux. Nous savons que c'est une affaire qui a été jugée au tribunal. Et donc, nous avons travaillé sérieusement avec les personnes concernées. Nous avons rencontré la sous-préfecture, la sous-préfète de Pointe-à-Pitre, avec une belle délégation. Et on avait demandé à surseoir sur cette décision, en attendant de revoir un petit peu, en attendant que le juge revoie un petit peu cette affaire. Aujourd'hui, cette décision de justice a été exécutée. Le propriétaire de ce terrain acquis en 1942 réclame son bien et ne veut plus attendre. Pour le président de la Confédération syndicale des familles, la procédure n'a pas été respectée. Il y a 7 mois. Qu'est-ce que ça veut dire il y a 7 mois? Ces personnes sont encore dans la maison depuis 7 mois. Vous devez, vous, refaire ce qu'on appelle la même démarche, ramener les gens au tribunal, regagner pour pouvoir le faire. C'est la loi. Je demande à l'huissier, comment ça se fait que vous avez exécuté quelque chose sur quoi? Sur quelle ordonnance? Ah, sous l'ancienne. Avez-vous eu l'autorisation de la force publique? Non, je l'ai fait sous l'ancienne. C'est pour vous expliquer dans ce pays-là. Cette affaire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le maire a créé un service urbanisme pour régler ces questions et éviter d'arriver à des situations dommageables. Les personnes peuvent venir à l'urbanisme à Girard, à Mornalo, et discuter avec nos agents, avec la directrice pour voir quelles possibilités qu'il y a à régler tel ou tel problème. Malheureusement, vous savez, les gens pensent qu'ils ont raison, ils ont toujours raison. Et jusqu'au jour où on arrive à ces extrémités. Le maire ne peut s'opposer à une décision de justice. Il propose de reloger les expulsés. Ils ne lâcheront rien. Ce sont les mots des représentants de l'intersyndicale du Crédit Agricole. Les salariés sont mobilisés depuis plus de 10 jours maintenant. Ils appellent les Guadeloupéens à les soutenir dans ce mouvement. Georges Boucard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes collaborateur parlementaire auprès du député maire Éric Jalton. Vous le représentez ce soir. Oui. Vous suivez également ce dossier. D'abord, un petit rappel sur ce conflit avec Isabelle Amour. On regarde ensemble. Merci. La grève du Crédit Agricole a débuté le 24 juin dernier. Les agents sont mobilisés devant le siège de Petit-Pérou. La majorité des agences est fermée. En cause, des négociations non abouties sur la rétribution globale, à savoir des salaires variables qui seront désormais fixes, et principalement la prime de vie chère, le noyau dur de ce mouvement. Le 30 juin, la direction finit par s'exprimer après une semaine de dialogue de sourds. Selon le directeur général du groupe, cette fameuse prime de vie chère ne serait pas en danger. Il s'agirait de mettre en place un dispositif qui prendrait en compte les 40% de vie chère. Des propos qui ont vite été démentis par les grévistes. Ce même jour, au siège de la compagnie, ils ont tenu une conférence de presse pour faire entendre leur message. Les 4 organisations syndicales refusent de revenir sur les 40%. Selon elles, accepter l'application de nouvelles mesures pourrait avoir un effet boule de neige dans notre département. Un combat qui pourrait dépasser les frontières du Crédit Agricole. En attendant, le bras de fer continue. Georges Boucard, le député maire, Éric Jalton, a vivement réagi par voie de communiqué. Il dénonce l'instauration d'une nouvelle politique salariale à 2 vitesses au sein du Crédit Agricole. Tout à fait, parce qu'il n'est pas concevable que dans ce pays où les gens se sont battus, je rappelle que nos grands-parents ont fait grève pendant plus de 3 mois
à l'époque pour obtenir ces fameuses primes de vie chère, qui étaient issues d'une discrimination, parce que certains fonctionnaires hexagonaux l'avaient et d'autres ici ne l'avaient pas. Donc c'est le fruit d'un combat. Et cette mesure a été étendue au secteur privé, dans la banque assurance notamment. Il y a eu un accord d'entreprise qui sacralisait un peu ces 40%. Et aujourd'hui, vouloir remettre ça en cause, c'est ouvrir, comme l'a dit le député, une boîte en Pandore, parce qu'on sait très bien que ce qui se passe dans le secteur privé va influer sur le secteur public. Donc, il n'est pas question que dans une entreprise, il y ait des salariés à deux vitesses. Ceux qui perçoivent les 40% et ceux qui ne les perçoivent plus. Donc, pour nous, pour le député maire, Éric Jalton, cette situation-là est inacceptable. Il faut que la direction revienne à de meilleurs auspices. Il faut que les dirigeants nationaux du groupe Crédit Agricole comprennent bien qu'on ne peut pas parler de territoire attitude et aller contre le territoire. Et il faut aussi que le slogan corresponde à la réalité et que les salariés puissent avoir une juste rétribution récompensant leurs efforts. Parce que je peux en parler, j'ai été salarié du Crédit Agricole pendant de 1981 à avril 2010. Donc je connais très bien l'entreprise. C'est une entreprise qui fait des profits importants, qui a un produit net bancaire en pleine augmentation. On ne voit pas très bien la raison de cette remise en cause des 40%. Ce n'est pas ça qui mettra en péril le produit net bancaire du Crédit Agricole. Ce n'est pas ça qui mettra en péril les équilibres financiers du Crédit Agricole, c'est ces 40%. La conception même de la banque intègre depuis des années cette rémunération. Pourquoi vouloir remettre ça en cause alors que le président de la République lui-même a sacralisé les 40%. Le principal dirigeant de l'opposition, Nicolas Sarkozy, a dit qu'il ne toucherait pas aux 40%. Donc pourquoi le groupe Crédit Agricole veut ouvrir cette boîte à Pandore? Alors selon la direction du Crédit Agricole, il n'a jamais été question de supprimer cette prime de vie chère. Je vous propose d'ailleurs de réécouter avec moi les propos du directeur général du Crédit Agricole, Benoît Leduc. On écoute ensemble. Nous avons proposé un gel en euros, ce que je viens de vous dire, de cette prime, et une renégociation d'un nouveau dispositif pour prendre en compte la vie chère. Je leur ai même proposé hier que nous nous retrouvions dès le mois d'octobre pour négocier ce sujet, sachant que la crispation que nous avons aujourd'hui, notamment cette fin de mois de juin, était surtout liée au fait que l'accord d'intéressement sera, je ne sais pas encore, signé avant ce soir. Ce dispositif, j'insiste là-dessus, il s'accompagne de quoi? Il s'accompagne d'une hausse de la rémunération de l'emploi de 10%. Il s'accompagne d'un transfert de 50%, de plus de 50% de la rémunération variable qui va rentrer dans cette rémunération fixe, qui va donc contribuer à la retraite. Donc c'est que du plus pour les salariés. Une rémunération qui était incertaine va devenir certaine. Suite aux négociations que nous avons eues, je leur ai même proposé une augmentation de l'enveloppe d'intéressement de 5%. 5%, vous connaissez comme moi le contexte économique, c'est loin d'être négligeable. Je ne vous parle pas des 10% dont je parlais tout à l'heure, où la demande, au final, c'était 14%. En quoi cette proposition n'est-elle pas recevable? En quoi? Parce qu'elle remet en cause, selon les salariés du groupe Crédit Agricole, qui connaissent quand même bien l'entreprise, le principe de la surrémunération. Cette histoire-là dépasse les frontières du groupe Crédit Agricole stricto sensu. Il y a eu une attaque contre ces 40% de certains patronats, il faut parler ainsi. Donc c'est la manière de remettre en cause cela. Et on comprend très bien que les salariés du groupe Crédit Agricole ne veulent pas être les premiers dans la farce, parce qu'on sait très bien que quand on remet en cause ces 40% en les gelant, progressivement, eh bien, tous les nouveaux entrants n'auront plus ce type de rémunération. Donc, dans le modèle Crédit Agricole, il n'y a pas nécessité de remettre ça en cause, puisque c'est une entreprise mutualiste qui a un certain nombre de valeurs qui sont dans le territoire. Le territoire de la Guadeloupe intègre la surrémunération. Donc il faut respecter cela. Donc je crois que aussi bien les dirigeants du groupe que les salariés doivent revenir à la table de négociation, mais on ne peut pas, de manière unilatérale, vouloir remettre quelque chose qui fonde même la rémunération dans ce pays de Guadeloupe.
Alors ce soir, les négociations sont au point mort, on le sait. Quelle sera l'action du député maire Éric Gelton? L'action, nous avons déjà posé une question écrite au ministre de l'économie et des finances qui gère le secteur bancaire. Nous avons interrogé aussi son collègue du ministre du Travail, le ministre de l'Outre-mer. Nous les avons alertés sur la situation de cela parce que c'est un principe politique. Le gouvernement a décidé de ne pas revenir sur les 40%. Pourquoi le groupe veut revenir sur les 40%? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le Crédit Agricole est une coopérative qui a réussi à obtenir une autonomie vis-à-vis de l'État. Quelle peut être la marge de manœuvre du gouvernement? Je rappelle quand même que le gouvernement donne un certain nombre d'autorisations à légiférer et que le pouvoir législatif est quand même dans ce pays fixe la régulation. Donc je crois que le groupe Crédit Agricole et le gouvernement auront à discuter sur le fait de vouloir remettre en place un principe qui fixe une certaine paix sociale dans ce pays de Guadeloupe, dans ce territoire, dans cette territoire attitude que l'on prône. Et donc, si on la prône, il faut respecter le territoire. Et M. Benoît Ledic, qui est un ancien, qui était déjà au Crédit Agricole, il sait bien qu'en Guadeloupe, il y a deux façons de voir. Soit on arrive avec un verre plein et on repart vide, soit on arrive avec un verre vide et on repart plein. Je crois qu'il faut choisir. Je sais qu'il m'entendra et qu'il écoutera et qu'il choisira la bonne option. Merci Georges Boucard d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Quel avenir pour les salariés de Datex en Martinique? Ce matin, le maire de Sainte-Marie a organisé une réunion publique pour discuter de la situation de l'entreprise qui est en difficulté. Elle avait été incendiée au mois d'avril. Le reportage de Sabrina Doré d'ATV Martinique. On regarde ensemble. Des Samaritains venus en masse pour prendre connaissance de la situation du restaurant scolaire de leur commune. Le contrat de délégation de service public que détenait l'entreprise Datex arrive à son terme. Un appel d'offres a été ouvert et les salariés qui devraient tous conserver leur poste à la rentrée sont rassurés. Quel que soit le repreneur, du moment où le personnel reprenne nos postes de travail, pour nous c'est l'essentiel. Nous n'avons pas de choix de repreneur, quel que soit le repreneur. Il est vrai que tout était confus, on a entendu beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses. Aujourd'hui, le maire nous a rassurés, je dirais, à 85%. Il nous reste encore à finaliser certaines choses concernant cette reprise des salariés. Donc il nous a dit qu'il allait modifier l'article 8. Nous attendons tranquillement puisqu'il va convier les partenaires sociaux bientôt. L'article 8, pointé du doigt par les syndicats, stipule que les repreneurs devront proposer aux salariés de Datex de les reprendre. Pour les représentants du personnel, c'est le terme « transféré » qui devrait être utilisé afin que les salariés conservent leurs droits et leur ancienneté. Une inquiétude partagée par l'entreprise sortante. Si les repreneurs ont la possibilité de diminuer la masse salariale, Datex serait moins compétitif. Je serai candidate à l'appel d'offres, mais il est certain qu'il faut que je sache avec quelles conditions de masse salariale nous serons candidats. Il s'avère que l'appel d'offres tel qu'il est rédigé, et on ne peut plus ambigu sur la notion de transfert ou pas du personnel, les réponses n'ont pas été très claires. Là, il est bien certain que dans cette rédaction d'appel d'offres, chaque candidat pourra trier ou pas le personnel dont il aurait besoin ou pas, d'une façon assez discriminatoire. Du côté de la collectivité, l'avenir des salariés a bien été pris en compte. La difficulté vient d'une divergence de rédaction entre les dispositions du Code du travail qui prévoient une obligation législative de transfert des contrats de travail en cas de transfert de l'entité économique. Nous, en l'espèce, le Code du travail ne peut pas s'appliquer, c'est dommage. Pourquoi? Parce que l'entité économique est consultée par la cuisine centrale, elle a brûlé, elle n'existe plus. Donc le Code du travail ne peut pas s'appliquer, il n'y a pas d'obligation de transfert des contrats de travail en application du Code du travail. Mais nous, la collectivité, a pallié cette difficulté, elle a pallié son difficulté en imposant dans le contrat, dans le document de consultation des entreprises, une obligation de transfert des contrats de travail, ou plus précisément une obligation de reprise des contrats de travail aux mêmes conditions de rémunération et avec reprise de l'ancienneté. L'appel d'offres a déjà été publié. Le repreneur du marché sera connu fin août et prendra ses fonctions dès la rentrée prochaine. Après une importante mobilisation et 2 recours au 49.3, le texte de la loi travail El Khomri va être adopté. À quel changement faut-il s'attendre? L'éclairage d'Ayodele Germa d'ATV Guyane.
La durée maximale de travail devrait passer de 10 à 12 heures. Cette hausse ne pourra être mise en place que par accord collectif et doit nécessairement répondre à une augmentation de l'activité de l'entreprise ou pour des raisons d'organisation. Notez également qu'en matière de temps de travail, il est prévu que l'accord d'entreprise prévale sur l'accord de branche. Dans le but de développer l'emploi, la nouvelle loi prévoit la possibilité de modifier le salaire ou le temps de travail dans le cadre d'un accord dit offensif en vue de conquérir de nouveaux marchés et de signer de nouveaux contrats. Le salarié qui refusera de tels changements pourra être licencié pour motif économique. Les 35 heures devraient être ébranlées par cette nouvelle loi. Les PME de moins de 50 salariés pourront leur proposer de passer au forfait jour et de déroger de ce fait à la règle des 35 heures. Une dérogation possible même sans accord collectif. Le licenciement économique pourra être mis en œuvre par l'entreprise dès le premier trimestre de baisse du chiffre d'affaires en fonction de la taille de l'entreprise. Il sera donc difficile de contester le motif économique dès lors que l'entreprise remplit les conditions prévues par la loi. En ce qui concerne le licenciement abusif, l'application des barèmes des indemnités prud'homales ne seront plus obligatoires. Notez aussi la suppression des visites médicales d'embauche systématique. La garantie jeune devrait être généralisée à tous les jeunes de 18 à 25 ans en décrochage pour leur permettre de trouver un emploi tout en touchant une aide mensuelle. Quant au bulletin de paye, le texte prévoit d'autoriser l'employeur à le remettre sous forme dématérialisée. Le salarié peut toujours demander la remise sous format papier en cas de contestation. Restez avec nous. Dans un instant, nous irons à Gourbert où Battelle sont plein la compétition du TGVT. Une manifestation haute en couleurs et puis elle est belle et assume ses rondeurs. Rencontre avec Léa Adel qui a été élue vendredi soir Miss Curvy Guadeloupe 2016. La ville de Gourbert était en fête aujourd'hui. Elle accueillait la deuxième étape du Tour de Guadeloupe en voile traditionnel. Reportage Patrick Curie. Longue de 9,25 000 marins, soit 17 km, cette étape se déroule de Gourbert à Gourbert en passant par une bouée située à Rivière-des-Pères. L'équipage Guillaume Aubert accusait 3 minutes sur la régate, suivi de très près par l'équipage Hugo Tellier, puis une seconde bouée située au large de Vieux-Fort avec toujours en tête les deux équipages. La grande difficulté résidait dans la recherche de vent bordé d'un littoral montagneux. Il faudra attendre les derniers mètres pour voir une arrivée au finish remportée par l'équipage Hugo Tellier et Nicolas Roset qui complète le podium. On a toujours voulu attaquer, quand Guillaume était à droite on allait à gauche et ainsi de suite. Il a fait une petite erreur à Vieux-Fort, enfin il s'est fait avoir par le courant, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ça nous a permis de revenir. Puis à la fin, là, il y a de la réussite, il ne faut pas se le cacher, il y a de la réussite. Marcelin, je ne sais pas d'où il sort, il nous déboule dessus. Non, ben voilà, on a su attaquer au bon moment et voilà. Alors, bravo Thibaut. Bravo alors. La relève elle est faite, hein, la relève elle est faite. On est dans des conditions très aléatoires. C'est vraiment des conditions qui nous réussissent, je ne sais pas pourquoi, mais l'année dernière on a gagné l'étape AD. Cette année, au championnat, il y a eu une manche à Bouillante, on fait 2. Là, on arrive à gagner. On a l'équipage, dans ces conditions-là, il est super réactif, super dynamique à bord. On était un peu plus lourd que les autres parce qu'on est parti à 6. Mais on a vu que partir à 6, ben, finalement, ça l'a fait aujourd'hui, quoi. Donc on a toujours attaqué. Guillaume, il est parti, c'est vrai, devant. Mais voilà, la course en code sous le vent, elle se finit sur la ligne. Le deuxième de l'étape, Guillaume Aubert, est le grand perdant du jour. Il contrôle la régate jusqu'à une erreur de stratégie en fin de course qui lui coûte la victoire. Néanmoins, il reste leader du classement général. La stratégie, c'était d'être dans le bon couloir devant dès le départ et d'y rester, et de jouer en fonction des reliefs. Donc il y a de la montagne, il faut trouver les plaines où le vent circule et être dedans, sur l'eau, dans les bons alignements. C'est clair que ça fout les boules, hein, ça fout la rage, mais on avait une avance quand même confortable sur Hugo et c'est vrai que le vent nous a lâché juste devant. Voilà, le vent nous a lâché devant et on a poussé le bord un peu loin et lui il a réussi à remonter et il s'est refait comme ça. Au classement général, maillot jaune, Guillaume Aubert, maillot rouge, Marcelin Wilbon, maillot violet, Claude Tellier et enfin meilleur jeune, Guillaume Aubert. Demain, la troisième étape partira de Gourbert pour une arrivée vers midi à Capesterre-Bellou. Et vous êtes nombreux à ne pas quitter les côtes pour suivre cette compétition. Chacun y vient pour encourager les équipages ou alors juste pour admirer ce beau spectacle. Patrick Curie. C'est un très beau plan d'eau avec du vent un peu bizarre.
Bon, ce matin, je ne suis pas partie malheureusement, parce que comme il n'y avait pas beaucoup de vent, on a envoyé un poids plume à ma place. Et j'attends les résultats, j'ai mon équipe qui est sur l'eau et j'attends. Mais c'est très joli ici. Pour l'instant, tout se passe bien. Notre bateau, celui que je soutiens, il est en tête. Le bateau de Guillaume Audebert, ils sont en tête depuis tout à l'heure, donc on le sent bien. Je pense que ça va bien se passer aujourd'hui. J'espère bien. Il est bien parti en tout cas. Si il rate cette étape, ce serait dommage. Je trouve que c'est une bonne initiative. Moi, j'aime bien. Donc, je suis venue. Je suis de Gourbet d'ailleurs. Donc, je viens participer à la manifestation. C'est une bonne chose pour la Guadeloupe. Je soutiens tout le monde. Une belle organisation. Je vois que le village est en place. Des jeux pour les enfants. Et c'est surtout la régate. On est venu plus pour la régate bateau. Les canaux, voir les canaux. Et ils sont très nombreux. Et je dis que c'est une belle chose, une bonne organisation pour la commune. Et je dis merci à monsieur le maire. C'est vrai de penser à la voile traditionnelle, au canot, parce que c'est vrai on oublie ce qu'il y a à nous. Voilà. Enfin, nous, on est arrivés juste à l'heure. On a pris le départ à 10h15. Mais c'était très bien, excellent. Il n'y a pas beaucoup d'étapes sous la Basse-Terre, alors au moins celui-là, on aura l'occasion de le voir. Très bien, c'est une belle journée, donc je crois que c'est une bonne expérience pour les gens qui découvrent la voile et puis tout ça. Puis c'est une belle journée, donc c'est une belle manifestation. Marc Forbin. Alors il y a des petites difficultés, c'est vrai qu'on le voit pas trop dans les premières places, mais c'est Marc Forbin, les Forbins en général. Les Forbins, tous les bateaux Forbins. Voilà. Et puis, et surtout le jeune là qui se lance, Jean-Félix Forbin, le fils de mon frère. Et je dis, voilà, cette année c'est vrai, on est un petit peu moins en forme, mais enfin bon, voilà, nous sommes là. On continue à défendre la voile traditionnelle. Vendredi soir, le groupe Canida a donné le coup d'envoi du festival de Gros Cas à Sainte-Anne. Ils étaient accompagnés des groupes Kamojaka, l'Académie du Cas. Mais rassurez-vous, la 29e édition du festival de Gros Cas de Sainte-Anne n'a pas livré toutes ses richesses. L'événement se poursuit jusqu'au 14 juillet. Didier Béral, côté long, bonsoir. Béral Catelot, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation ce soir. Alors, vous êtes le président du comité d'animation sportive et culturelle qui pilote justement le festival de Gros Cas. Aujourd'hui, des ateliers pour enfants étaient organisés à l'école de Riche-Plaine. Isabelle Hamou, notre reporter, y était également. On regarde ensemble. Voilà un festival intergénérationnel. Chaque année, ces jeunes sont invités à découvrir les éléments qui nourrissent le Gros Cas. C'est l'occasion pour nous, chaque journée au cours du festival, de mettre en place ces ateliers pour que les enfants touchent du doigt, s'initient à divers instruments. Alors, il y a de la percussion, il y a du chant, il y a de la danse, ça dépend donc des années. Mais en tout cas, pour qu'ils voient un petit peu ce qui se fait au niveau de la culture. De l'extérieur, comme ça, on fait des rainures. Et quand ça sèche maintenant, avec ces rainures-là, en frottant là-dessus, ça nous donne un décibel. On peut obtenir de la musique avec. D'accord? Alors aujourd'hui, pendant votre passage ici, on va essayer de voir comment ça fonctionne. Le siak en bambou, un instrument méconnu chez nous. S'il est utilisé principalement dans les orchestres de quadrille, aujourd'hui, ces enfants ont appris que cet instrument pouvait être lié à d'autres styles musicaux, comme le Gros Cas. Il y a deux parties sur l'instrument, une partie à voix aiguë et une partie à voix grave. Donc, il faut savoir, avec les deux mains, on peut jouer, on peut faire l'ensemble pour l'accompagnement. L'accompagnement qui veut dire qu'on peut jouer une mazurka, on peut jouer une biguine avec d'autres instruments, mais de rester en cadence, surtout en cadence. Ça te permet de marquer le swing, la cadence, de pouvoir accompagner. Vous voyez, en jouant avec les deux mains, l'autre main ne lâche jamais le morceau là-dessus. Ça monte et ça descend. Donc ça ne sort jamais sur l'instrument. Là, d'accord ? Pas facile d'y jouer, et pour transmettre son savoir-faire aux élèves, Jacques Denain adopte sa propre méthodologie. La pédagogie que je mets en place, c'est avec des chiffres, de pouvoir les intéresser, parce qu'ils aiment les chiffres, et pour pouvoir, en jouant, de pouvoir compter. Et là, au fur et à mesure, on met en cadence ce qu'on a mis en exercice. Voilà. Et visiblement, ça fonctionne. Ou presque. Les enfants ont pu découvrir d'autres ateliers qui leur étaient dédiés, comme les chants marins ou les danses et musiques indiennes.
Didier Bérald-Catello, vous êtes un fervent défenseur du patrimoine. Qu'est-ce que vous ressentez en regardant ces images? Écoutez, c'est la transmission, c'est la suite des anciens, c'est-à-dire que le Gros-Ca et nos musiques traditionnelles, elles ont été portées par des porteurs de tradition, des trésors humains. Et le fait, pour nous, d'organiser ce genre de manifestation, ça matérialise le fait qu'il y a une continuité et que des jeunes prennent le relais. Le Festival de Gros-Ca de Sainte-Anne a 29 ans d'existence. Est-ce que vous nous racontez un petit peu les débuts? Les débuts sont longs à raconter, mais en 2 mots, je pourrais vous dire que ce sont des jeunes de Sainte-Anne qui ont décidé d'abord de faire un tournoi de foot plage, qui était très célèbre en Guadeloupe, qui a été repris depuis quelques années par la ville de Sainte-Anne. Ensuite, on a voulu faire de l'animation culturelle, enfin les anciens avant moi, et Félix Cottenon a été l'initiateur du festival de Gros-Ca. Et ça fait donc la 29e édition aujourd'hui, qui a pris l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. Revenons un petit peu sur ce week-end qui fut un véritable succès pour le festival. Le public était au rendez-vous. Il y avait de l'ambiance et de la créativité à souhait. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, le festival a commencé exactement jeudi soir par l'ouverture. On a souhaité faire, on va dire, un éventail de toutes les pratiques traditionnelles en Guadeloupe, aussi bien du Gros-Ca, bien évidemment, mais du mayolet, que du boulagel, que du chant marin. On a continué effectivement avec un grand lait rose, avec le groupe candidat, effectivement, et la danse, une très, très grande soirée de danse samedi soir, où on a vu effectivement un niveau de créativité vraiment extraordinaire, aussi bien avec des groupes qui sont très connus comme l'Académie du Ca, Kamojaka ou Sakita, qui sont dans un registre un peu plus traditionnel, mais des groupes comme des Totiers ou Jok qui ont évoqué des tableaux d'une très grande créativité qui allient la modernité et la tradition. Le public a adhéré tout de suite, immédiatement? Mais je pense que comme chaque année, les Guadeloupéens ont saisi l'importance qu'a la tradition et le patrimoine culturel immatériel. C'est ce que nous essayons de porter depuis quelques années avec Reprise, avec un certain nombre d'autres acteurs, d'autres associations. Et donc l'objectif, c'est bien celui-là. Et hier soir, par exemple, on a décidé de faire une soirée que quadrille. Il faut savoir que le quadrille, qui est une tradition également quasiment aussi forte, souvent on pense qu'elle n'est que chez les anciens, mais il y a beaucoup de groupes de quadrilles en Guadeloupe. Et là aussi, il y a eu un éventail extraordinaire de différentes manières de pratiquer, de danser le quadrille, et notamment le quadrille sans commandement qui existe aussi et qui est un peu moins connu, mais qui est beaucoup pratiqué au sud Basse-Terre, à Vieux-Fort exactement. L'UNESCO a inscrit le Gros-Ca au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, une reconnaissance internationale. Selon vous, qu'est-ce qui manque au Gros-Ca pour rayonner davantage? Qu'est-ce qui pourrait lui manquer? Le Gros-Ca, en Guadeloupe, je pense qu'il est très vivace. Il y a beaucoup de manifestations Gros-Ca, de lait rose, d'associations qui pratiquent le Gros-Ca, il y a beaucoup d'apprentissage, de transmission en direct, d'une manière différente d'à l'époque, qui se faisait plutôt dans les familles, dans des quartiers. Aujourd'hui, il y a des véritables, on va dire, associations d'écoles même de musique. Ce que nous essayons de faire avec l'inscription du Gros-Ca, c'est d'inciter les acteurs, il y en a qui ont commencé de manière très sérieuse, à trouver des outils pédagogiques, par exemple, de manière à ce que dans l'école, qu'on puisse pratiquer un enseignement. Et un enseignement qui soit organisé et qui permette de planifier, d'organiser l'enseignement. Et à ce titre-là, demain et après-demain, donc le 12 et le 13... Oui, parce que la manifestation, le festival commence. Continue, oui, il continue. Donc le 12 et le 13, on a un séminaire avec le Centre Reprise, qui va commencer dès 9h du matin à l'hôtel Rotabas, où on va évoquer justement cette thématique-là du patrimoine culturel immatériel et toutes les problématiques d'enseignement et de transmission de notre patrimoine immatériel. Cette année, une place particulière est accordée aux musiques du patrimoine local qui seraient en danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi sont-elles en danger? Sont-elles menacées de disparition? Alors, certaines ne le sont pas du tout. Je viens de parler du Gros-Ca que tout le monde connaît, du quadrille qui est encore très vivace. Mais par exemple, le mayolet, il est de moins en moins pratiqué. C'est une danse, c'est une pratique qui se fait avec du bâton. En fait, c'est une forme d'art martial de chez nous. Que les jeunes générations ne connaissent pas. Le boulagel, qui est très connu, on l'entend dans certaines musiques, on l'entend souvent, mais la pratique et la transmission du boulagel sont moins évidentes. Les chants marins sont des choses, c'est vraiment très spécifique. Des IRAD, Saint-François, il y a des associations qui le pratiquent, mais il y a un risque de perte. On vient de voir un instrument tout à l'heure qui est le waché ou le siak, dont la
pratique n'est pas évidente et qu'il y a de moins en moins de personnes qui en jouent. Donc, certaines pratiques de nos arts traditionnels sont en danger, effectivement, et c'est l'occasion pour nous, dans la thématique de héritage en nous, de se dire, voilà, tout ça c'est notre héritage, c'est ce que nous ont légué nos anciens, et qu'il faut absolument qu'on arrive à les sauvegarder. Et je crois que l'idée pour vous, c'est de sensibiliser les Guadeloupéens, mais pas uniquement les Guadeloupéens, les décideurs locaux, afin qu'ils intègrent justement ce patrimoine dans les politiques culturelles mises en place en Guadeloupe. En effet. J'invite les Guadeloupéens à voir un film qui a été fait à l'occasion de l'inscription du Gros Cas sur la liste du patrimoine culturel en 2014 de l'UNESCO. À cette occasion-là, un certain nombre de politiques étaient présents. Ils accompagnaient Félix Cotellon et l'équipe qui avait été déléguée pour recevoir le prix. Enfin, recevoir le prix, ce n'était pas un prix, pour marquer donc, cette inscription-là. Et ils se sont engagés à soutenir le Gros Cas. Et effectivement, nous pensons qu'il faut que les institutions prennent le relais, qu'ils aident aussi bien en interne qu'en externe, c'est-à-dire en interne en accompagnant, par exemple, des pratiques nouvelles d'apprentissage pour pouvoir faire en sorte que les passeurs de tradition qu'ils soient bien reconnus en interne. En externe, bien évidemment, l'inscription du Gros Cas permet, par exemple, quand l'UNESCO fait une diffusion de ces patrimoine, ces éléments de patrimoine inscrits, ça donne une renommée, une résonance particulière au Gros Cas et donc à la Guadeloupe. Et donc, il nous faut aussi travailler à tous les aspects de promotion, de diffusion de notre musique. Alors, fort heureusement pour nous, il y a des jeunes et moins jeunes musiciens guadeloupéens qui sont passés professionnels et qui connaissent très bien cette musique-là et qui la pratiquent également sur les scènes internationales et nationales. Didier Béral-Catelon, parlons de promotion. Ce festival est organisé depuis 29 ans aujourd'hui, toujours sur la plage de Galba à Sainte-Anne. Est-ce une volonté de votre part, en gardant ce festival sous cette forme, de garder une certaine forme d'authenticité, ou est-ce par dépit? Non, ce n'est pas par dépit. Le festival a une particularité qui est très forte, c'est qu'il est gratuit. Nous tenons à ce qu'il soit et qu'il garde ce cachet-là parce que nous estimons que nos traditions doivent être accessibles à tout le monde. Cependant, il est vrai qu'on réfléchit à d'autres formes, à d'autres manières de présenter cette tradition-là, à faire que le Gros Cas et le festival et bien évidemment toutes les autres pratiques artistiques, culturelles de Guadeloupe puissent trouver une autre résonance. Donc on est accompagné, on remercie ceux qui nous accompagnent, mais comme on aime à dire, ce sont les Guadeloupéens, ce sont ceux qui vivent cette culture-là, ceux qui l'aiment, qui sont les meilleurs ambassadeurs de notre musique et de nos traditions culturelles. Didier Béral-Catelon, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Pendant les vacances, les municipalités redoublent d'efforts pour redynamiser leur centre-ville. C'est le cas de la ville de Basse-Terre, avec une association nommée MDR Prod. Ils ont lancé le Crazy Kart. Tous les samedis, les férus amateurs de karting pourront s'adonner à cette discipline. Karen Diamin a également fait quelques tours de piste. On regarde ensemble son reportage. 2, 1, top, c'est parti, il faut les encourager bien entendu. C'est la grande finale, c'est le Grand Prix Samouraï Conception. Accessible dès l'âge de 6 ans jusqu'à 70 ans, le Crazy Kart est une version revisitée du kart qui séduit les confirmés comme les plus jeunes novices. Il faut savoir déjà conduire parce que sinon on fonce partout, mais sinon c'est extraordinaire. Au début, je trouve que la ville de Basse-Terre n'était pas vraiment très accueillante pour les enfants. Et maintenant, c'est mieux. Une activité ludique appréciée des parents. C'est une activité qui est pour moi largement ludique pour les jeunes comme Cyril qui a 6 ans et qui n'a jamais fait ça. C'était la première fois. Et on voit que certains jeunes arrivent à maîtriser tout de suite entre l'accélération et le maintien du volant. D'autres, ils prennent un peu plus de temps, mais c'est une bonne maîtrise. C'est une bonne chose de pouvoir mettre en place ces activités pour ces jeunes, au lieu qu'ils restent. On sait maintenant, c'est les tablettes, c'est les jeux électroniques et tout. Donc ça permet aux jeunes de pouvoir sortir, de trouver une autre éveil. Donc pour moi, en tant que parent, je trouve que c'est formidable, quoi. Une découverte qu'ils ont pu apprécier grâce à l'association MDR Prod, consciente du manque d'activité dans le chef-lieu. Le Crazy Kart, ce sont des petites machines, un peu comme ce qu'on faisait le karting, qui ont une durée de vie sur 1 heure et donc qui permettent aux enfants de 7
et des adultes, donc de 7 à 60 ans, de pouvoir venir s'éclater sur un circuit sécurisé. On a voulu initier cette activité à Basse-Terre pour un peu dynamiser le centre-ville le week-end. Et comme on est en période de grandes vacances, donc pour que les Basse-Terriens sachent que tous les samedis, ils peuvent venir en famille, entre amis, passer un moment fun et agréable parce qu'il y a des petites chutes, on rigole, c'est entre nous, c'est vraiment sympathique et c'est pas cher. On est parti sur un système de prévente qui sont à New Wave, au magasin New Wave de Basse-Terre. Donc les 15 minutes coûtent 5 €. Voilà. Donc on achète autant de tickets que l'on souhaite. C'est des tranches de 15 minutes à 5 €. Une idée également appréciée de Jason. Oh, c'était bien, c'était amusant. De drifter partout, c'était amusant. C'était une bonne chose parce que c'était un peu mort quoi. Mais maintenant ils ont mis ça, c'est cool. Il y a une ambiance vu que c'est maintenant c'est les vacances, donc c'est fait pour se détendre de ce que c'est. Donc voilà, c'est une bonne chose. Avec cet après-midi découverte, l'association MDR Prod semble avoir fait du Crazy Kart l'activité à essayer durant les vacances. Elle a tout juste 24 ans et assume parfaitement ses rondeurs. Léa Adel a été sacrée Miss Curvy Guadeloupe 2016 vendredi dernier à Gourbert. Une élection qui met à l'honneur les femmes aux formes généreuses. Karen Diama. Miss Curvy Guadeloupe 2016 est Avec son sourire éclatant, mais surtout ses formes généreuses, Léa a remporté la première édition de Miss Curvy. Avoir des formes, c'est pas tous les jours facile à porter. Donc des fois, on a quelques complexes, des fois le regard des autres peut être pesant. Mais je me rends compte que l'essentiel, c'est d'être bien dans sa peau, d'être fier des formes qu'on a et après, ça se passe bien. Les qualités qui ont su séduire le jury, c'est mon sourire, mon élégance aussi, puisque je suis élégante. Et quoi d'autre? Le fait que j'étais à l'aise, que j'ai clairement dit ce que je pensais par rapport à l'élection. Autant d'atouts qui ont su séduire le jury. Il faut savoir qu'une curvy, qu'une femme curvy a les formes généreuses, mais ce n'est pas une femme plantureuse, pas non plus une femme ronde. D'où la différence. Elle a la taille plus ou moins marquée et ses formes et de jolies courbes. Donc c'est le critère premier pour cette élection, pour cette première élection de Miss Curvy en Guadeloupe. Avec son prix meilleure tenue de ville, Isabelle gardera un excellent souvenir de cette aventure. Je ne m'y attendais pas du tout. Avec ma petite tenue simple africaine, je me suis démarquée des autres. Donc je suis Miss tenue de ville. C'était une très belle expérience puisqu'on était quand même 12 filles, 12 prétendantes, toutes belles, égales à elles-mêmes. Donc au bout du rouleau, vous savez, il y a toujours une gagnante, puisque c'est ça. Mais il faut toujours savoir que les 12, pour moi les 12, on a été toutes les 12 gagnantes. Des résultats plutôt encourageants pour une première édition qui aura nécessité un dur labeur. Ce soir, nous avons assisté à un défilé de 12 jolies filles. Ça n'a pas été facile de sélectionner la plus belle, la plus représentative de la typologie curvy. Première édition, un succès total. La salle, merveilleuse. Le public a répondu, mon Dieu, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une explosion. Moi, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde dans la salle. Il manquait de chaises. Bon, pour nous, ça, c'est une réussite. Ça veut dire que le public a participé. Le public était en parfaite harmonie avec le concept. Pendant un an, Léa sera l'ambassadrice des femmes aux formes généreuses, jusqu'à ce qu'elle remette en jeu son titre l'année prochaine. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant à vos stylos. Pourquoi ne pas profiter des vacances pour faire une bonne action? La collecte mobile de l'établissement français du sang sera demain sur la plage du Souffleur à Port-Louis de 13h30 à 18h. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.